Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal La Guinée Info. Pour commencer, le président de la République, professeur Alpha Condé, a présidé ce matin le lancement officiel des états généraux du ministère de la Santé. Mais l'objectif de ces états généraux, mettre une nouvelle politique de santé. La Guinée s'est engagée il y a 30 ans dans le programme de réforme de son système de santé. Depuis, d'importantes mesures ont été prises comme la libération des professions pharmaceutiques et médicales en 1985, le lancement du programme élargi de vaccination, soins de santé primaire, médicaments essentiels en 1988 et le démarrage de la réforme hospitalière en 1990. Ces actions menées ont permis d'obtenir des résultats encourageants. 13 hôpitaux publics, 344 établissements de soins privés et 329 structures pharmaceutiques privées, ce qui a passé le taux de mortalité maternelle de 980 à 610 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile de 117 pour naissances vivantes. Ces états généraux de la santé visent deux objectifs: parvenir à un diagnostic partagé de notre système de santé et décliner les pistes d'orientation devant servir de base à l'élaboration d'une nouvelle politique de santé et de notre nouveau plan national de développement sanitaire. Les défis à affronter sont importants. 1. Parvenir à un diagnostic partagé de notre système de santé. 2. Décliner les pistes d'orientation devant servir de base à l'élaboration de notre nouvelle politique de santé et de notre nouveau plan national de développement sanitaire. Pour y arriver, il sera nécessaire de répondre à un certain nombre de questions stratégiques portant sur la gouvernance, l'offre de soins, les produits de santé, les technologies médicales, les ressources humaines et le financement de la santé. Pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, son institution est prête à accompagner la Guinée dans sa politique sanitaire. De l'évolution du système de santé de la Guinée, je voudrais ici livrer un message d'encouragement et de soutien aux autorités nationales qui ont pris l'initiative depuis plus d'1 an de fonder les ruptures qu'appelle l'amélioration de la couverture sanitaire du pays sur une analyse ouverte, globale et intégrée de la santé dans le pays. Cet examen volontariste et courageux, voulu par la Guinée, est la manifestation la plus élevée possible de l'engagement du pays à trouver les voies et moyens pour créer les conditions de meilleure satisfaction des besoins de santé des populations. Le représentant de l'Union européenne, Philippe Van Damme, se dit prêt à être au chevet de la Guinée, apporter l'aide de l'Union européenne et ses pays membres pour que la Guinée atteigne son objectif. En Guinée, il est urgent d'assainir la gestion des médicaments. Cela va de la bonne gouvernance et de la correcte application de la réglementation pharmaceutique au contrôle de qualité et de l'agrément et à la lutte contre les médicaments illicites. Il s'agit aussi de renforcer le rôle de la pharmacie centrale de Guinée, la PCG, dans sa fonction publique d'approvisionnement en médicaments essentiels du secteur public. Le rétablissement de la confiance dans la PCG passe cependant par la mise en place de mécanismes qui garantissent la transparence et la rigueur dans la gestion. Beaucoup de chemin a déjà été parcouru ces dernières années, mais l'État doit poursuivre résolument l'assainissement de la PCG et s'atteler à renforcer ses capacités et ses moyens. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a fustigé certains comportements du personnel de la santé en Guinée avant de lancer un appel pour le changement de mentalité. Quand vous prenez un Français et un Guinéen qui sortent en même temps, sont au même niveau, au bout de 10 ans, le Français a pris 100. Je ne sais pas pourquoi. Il lit des publications médicales. Mais un médecin qui ne lit pas, comment il va suivre l'évolution de la médecine? Donc vous partez au même niveau, mais au bout de quelques temps, vous êtes comme un infirmier et lui comme un grand professeur. Parce que une des choses fondamentales aussi, c'est d'avoir les abonnements aux revues pour que les médecins sachent qu'est-ce qui se passe au niveau de la chirurgie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la neurologie, etc., etc. Mais quand vous vous contentez de l'information que vous avez eue, vous ne subissez pas l'évolution, comment vous allez vous améliorer? Mais, Dieu merci, nos insuffisances aussi vont être notre chance. Pourquoi?
parce que nous allons avoir l'avantage d'aller avec les technologies les plus avancées. Là, on a e-médecine. E-médecine vous permet d'opérer quelqu'un en suivant sur Internet, comme si vous étiez, etc. Donc, le progrès fait aujourd'hui que nous allons sauter plusieurs étapes que les autres pays ont eu à connaître pour aller à l'étape qui va nous permettre d'avoir une sorte d'accélération de l'histoire. Donc, finalement, notre maladie est une bonne chose, à condition que nous cherchions à tirer les leçons et que nous formions les cadres capables d'appliquer ces nouvelles technologies. Nous avons aujourd'hui la possibilité, à moyen terme, de dépasser les autres pays parce que nous allons investir dans les secteurs les plus avancés. Et donc, cela va nous permettre de faire des pas de géant. Mais faudrait-il qu'on change de comportement? Même quand on dit que la césarienne est gratuite, il y a des médecins qui font payer. Alors qu'on dit que c'est gratuit dans les médicaments. Il y a des médecins qui vendent les médicaments de l'hôpital. Mais souvent, c'est des médicaments qui viennent pour la santé. Donc, nous attendons la fin de ces états généraux. Et nous prendrons nos responsabilités. Les 3 jours de travaux intenses vont permettre sûrement d'améliorer les conditions de travail du personnel de la santé, mais surtout le respect du serment d'Hippocrate. Justement, la tenue de ces états généraux de la santé intervient à un moment où le secteur est confronté à d'énormes difficultés. Des difficultés qui placent la Guinée au rang des pays africains où les indicateurs de santé publique sont en deçà des attentes. Qu'attendent alors les populations de ces états généraux? Quels sont les enjeux liés à l'élaboration de nouvelles politiques? Voici quelques éléments de réponse avec notre spécialiste maison, Solide Kira. Bénéficiant de l'attention permanente du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, le secteur guinéen de la santé reste encore marqué par plusieurs insuffisances. Le pays est cependant cité en exemple vers les années 80 dans le domaine des soins de santé primaires en Afrique. Ces difficultés sont beaucoup plus ressenties en milieu rural que dans les centres urbains. Plus de 60% du personnel médical exercerait dans la capitale Conakry. Le manque criard d'agents à l'intérieur du pays affecte irréversiblement le fonctionnement des structures. Le département de tutelle et ses partenaires organisent ces états généraux de la santé dans le but de poser le vrai diagnostic du secteur en vue d'apporter des solutions urgentes. Désormais, nous estimons que ça pourra permettre d'avoir une meilleure implication, par exemple, des communautés, une meilleure implication du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, mais aussi ça permettra aux différents acteurs de se concerter, de travailler ensemble et d'obtenir des résultats. La nouvelle dynamique de santé publique repose sur une approche participative. Les communautés sont alors impliquées dans la gestion de leur propre santé. Toutes les études menées jusqu'à maintenant, que le système de santé n'intervient en fait qu'à 20% dans l'amélioration de l'état de santé. On a beau construire les hôpitaux, commander les équipements les plus sophistiqués, si à la base, la population n'est pas en mesure d'adopter des comportements favorables à la santé, se laver les mains et promouvoir l'hygiène, eh bien, ces investissements ne vont pas produire les effets escomptés. Les derniers états généraux de la santé remontent à 2003. Les Guinéens attendent beaucoup de cette autre évaluation. Les travaux devraient aboutir à l'élaboration d'un nouveau plan de développement sanitaire avec à la clé l'accès équitable de l'ensemble des populations du pays au service universel de santé. Bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Kanka-Mandiana. Le président de la République, professeur Alpha Condé, récemment en visite dans la région, a procédé à la pose de la première pierre. La réalisation de cette infrastructure routière est confiée à l'entreprise Guiter pour un délai d'exécution estimé à 28 mois. Sanassi Keita. Voici la route Kanka-Mandiana avec une distance de 100 km. Une route qui n'a jamais connu de bitume et qui continue de provoquer plusieurs accidents compte tenu de sa défectuosité poussée. Aujourd'hui, le président de la République a décidé d'engager les travaux de construction de cette route et les usagers sont soulagés. Pour le cas de la route là, vraiment, si Alpha Condé a goudronné cette route là, vraiment ça sera très plaisir pour nous. Parce que
depuis que moi je suis rentré ici, jusqu'à là où nous sommes là, vraiment, moi j'ai eu beaucoup d'accidents, ce qui est mauvais et ce qui est très grave. Et donc maintenant, si il a goudronné de quitter à Mandiana jusqu'à Kankan, vraiment ça sera très plaisir pour nous et nous serons contents. C'est un projet né d'un partenariat public-privé avec un délai d'exécution de 28 mois. Il sera réalisé par l'entreprise Guiter. C'est un projet qui va être conçu avec la couche de fondation en litho, c'est-à-dire le granit mélangé à la latérite, et en couche de base grave bitume, et la couche de roulement en béton bitumineux, comme le président l'a souhaité. Mandiana est une grande ville de production agricole et la construction de cette route permettra désormais aux populations d'acheminer en toute sécurité leurs différents produits. Ça permet à Mandiana, qui est une préfecture de très grande production, de pouvoir ravitailler Conakry à travers la route, parce que Mandiana est une grande région de production de riz, mais ils sont enclavés. Donc ça va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Relier toutes les grandes villes du pays par les infrastructures routières et ferroviaires de qualité. Voilà l'ambition affichée aujourd'hui par le président de la République. Objectif, permettre la libre circulation des personnes et leurs biens. L'indépendance du magistrat guinéen devient effective. Cet après-midi à Conakry, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a signé le statut de magistrat 3 mois et demi après la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une avancée notable dans la réforme de notre appareil judiciaire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Cheikh Sakoui, le ministre d'État des Gardes des Sceaux. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Pour la première fois en Guinée, les magistrats sont détachés de la fonction publique. Qu'est-ce qui va changer dans le fonctionnement de la justice? Écoutez, aujourd'hui est un grand jour pour la justice guinéenne. Et j'ose dire, sans me tromper, que la justice guinéenne sort des ténèbres. Aujourd'hui, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a signé le décret d'application de la loi sur le statut des magistrats. Justement, monsieur le ministre, pourquoi c'est maintenant? Écoutez, il y avait une question de volonté politique dans notre pays. Comme vous le savez, cette loi date de 1991. Le législateur de 1991 avait fait voter cette loi et ensuite la loi est restée lettre morte. Cette loi a été reprise par le Parlement provisoire en 2013, en septembre, qui a toiletté un peu la loi, actualisé la loi. Et on attendait donc la mise en place de cette loi. Justement, désormais, qui va nommer les magistrats? Écoutez, il y a un organe qui a été mis en place, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a été mis en place le 10 mars dernier, le décret d'application signé par le chef de l'État. C'était le premier acte important de la réforme qui a été engagée depuis 3 ans, mais surtout depuis ma prise de fonction dans ce département. Et le deuxième acte fort est donc l'applicabilité de ce statut, qui est indispensable dans un état de droit. Pour terminer, monsieur le ministre, quels sont les prochains défis? Écoutez, si vous permettez, d'abord, ce statut va un peu extirper, détacher les magistrats de la fonction publique. Le magistrat devient un corps autonome, tout à fait, régi par un organe qui est le Conseil supérieur de la magistrature, qui à la fois protège le magistrat et en même temps le sanctionne. Donc voyez-vous, c'est très important que le citoyen sache que dorénavant, ce n'est plus l'exécutif qui va nommer le magistrat par décret et le revoquer par décret. Le magistrat sera nommé sous proposition de garde des Sceaux, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature et qui a un pouvoir déterminant et important en la matière. Quels sont les grands défis alors maintenant? Alors les grands défis, après donc cet élément important des réformes que nous avons engagées depuis quelques mois, le reste va suivre. Il faut renforcer la chaîne pénale. Il faudrait qu'un citoyen qui porte plainte devant une juridiction, que la plainte arrive à son terme, aboutisse à un jugement. Il faut également affermir un peu tous les lieux de détention, les prisons de la République. Il faudrait que le prisonnier, les droits du prisonnier soient respectés. Cela suppose que les maisons d'arrêt, les prisons soient aussi humanisées. Vous voyez, tout ça
et dans le cadre des réformes que nous comptons mener à la tête de ce département. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Peut-être que les journalistes aussi auront bientôt leur statut particulier. Et puis ces messages de départ à son Excellence, Monsieur le Président, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre le grand plaisir de vous adresser les sincères et vives félicitations du peuple guinéen, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Aussi, je saisis cette heureuse circonstance pour vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer avec votre Excellence à la diversification, à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux peuples. Saisis cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux ardents de santé, de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes et délicates fonctions. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 23 juin 2014, professeur Alpha Condé, à son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, président élu de la République islamique de Mauritanie. Et puis cet autre message départ, son Excellence Monsieur José Mario Vaz, président élu de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, votre élection à la magistrature suprême de la République sœur de Guinée-Bissau m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes chaleureuses et sincères félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Ce choix porté sur vous est une reconnaissance de la justesse de votre brillante trajectoire politique au service du peuple bissau-guinéen. Aussi voudrais-je vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au raffermissement et à la diversification des relations séculaires d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos deux pays frères. Je saisis l'opportunité pour vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles et exaltantes fonctions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, assurance de ma haute considération. Conakry, le 21 mai 2014, professeur Alpha Condé, président de la République. Toujours dans l'actualité, la première dame a reçu ce matin en audience près de 37 chefs de quartier de la commune de Matoto. Ces élus locaux viennent chez Mhadia Djene Kaba Condé réaffirmer leur engagement aux idéaux du président de la République. On fait le point avec Hadia Damamagasouba. Cette visite de courtoisie intervient à quelques jours du début du mois saint de Ramadan. Manière pour ces élus locaux de Matoto de réitérer l'attention qu'ils portent à la bonne gestion des affaires de l'État et le souci qu'ils nourrissent envers la gouvernance pour l'atteinte de ses objectifs fondamentaux. La première dame, les législatives sont terminées, n'en parlons plus. Faisons face à l'avenir, vous saurez notre détermination. Nous les élus de Matoto, nous soutenons les actions du président. La première dame de la République, qui est également présidente de la Fondation Prosmi, œuvre à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Par ce biais, la Fondation Prosmi et sa présidente restent dans l'esprit des chefs de quartier de Matoto. Au cours de l'audience, le porte-parole des 37 élus locaux, Mouhalim Touré, a rassuré la première dame de la République du soutien indéfectible des responsables de Matoto et leur disponibilité à accompagner toutes les initiatives de l'épouse du chef de l'État et de la Fondation Prosmi qu'elle dirige avec dextérité. Au nom de la première dame de la République, je vous remercie. Madame vous accepte chez elle et vous ouvre ses portes pour la quiétude des populations. Elle est à votre disposition. Interprétant fidèlement les sentiments de joie et de satisfaction de la première dame de la République, Madame Koundiano Fadima Condé a vivement remercié la délégation. La cérémonie s'est achevée sur une note de réjouissance organisée par les femmes du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel à l'héliport de la Belle. La Guinée se prépare à accueillir dans les jours à venir une délégation du MEDEF, d'où ce conclave entre le secteur public et privé guinéen pour créer un cadre idéal à cette structure qui regroupe les patrons des entreprises françaises. Alcini Pascalina pour plus de détails.
Le secteur privé guinéen affiche un intérêt particulier pour le mouvement des entreprises françaises MEDEF. Une vingtaine d'entreprises françaises va bientôt séjourner à Conakry. C'est justement pour conférer un éclat à cette opportunité d'affaires que se tient cette réunion de concertation au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. À la fin de la mission de la délégation, que la Guinée puisse dire premièrement qu'il y a des projets qui ont été négociés et qui ont été retenus par la partie française. Deuxièmement, qu'au niveau de l'État, du ministère notamment, et de tous les partenaires du secteur public, nous avons mis une structure de suivi, parce que c'est là les instructions que nous avons reçues du chef de l'État. À Conakry, la délégation des chefs d'entreprise du MEDEF va mettre son séjour à profit pour faire des entretiens avec les autorités et les chefs d'entreprise locaux. Une occasion opportune de réunir les relations avec les autres partenaires. L'ensemble du secteur privé est mobilisé pour vraiment donner un accueil chaleureux à l'arrivée des hommes d'affaires français et aussi à s'apprêter à collaborer avec les hommes d'affaires français pour avoir des conventions de partenariat gagnant-gagnant entre les deux secteurs. Je pense que le tissu industriel guinéen, le tissu de PME guinéenne trouvera son compte dans cet échange. Il est à noter que le nombre de PME n'est pas aussi important. Toujours est-il que des projets viables et bancables de collaboration seront présentés dans le cadre de ce forum. Il est à souligner que le MEDEF est à sa deuxième visite en Guinée après celle de 2011. À Nzérékoré, l'actualité reste dominée par cette rencontre sur l'implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale. Initiée par le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix en synergie avec l'ambassade des USA et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, la démarche vise à renforcer les capacités des femmes pour une consolidation de la paix en Guinée. Saint-Martin Francine Adouno. Grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée et du Haut Commissariat aux droits de l'homme, le plaidoyer sur l'implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale en Guinée est une réalité. Dans la région forestière, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix a mobilisé les différents acteurs concernés pour la réconciliation. Leaders religieux et membres de la société civile se parlent et s'écoutent en vue de promouvoir l'amour, le pardon et l'unité entre tous les fils de la région forestière. Comment est-ce que nous pouvons ensemble, gouvernement, société civile, les sages, les imams, les prêtres, les chefs traditionnels, comment est-ce que nous pouvons ensemble arrêter la violence et résoudre le conflit au-dessus de cette violence, et pour le faire dans une manière qui dise à tout le monde, la région forestière appartient à toute la Guinée, tous les Guinéens sont égaux face à la loi et face à la coutumière. Les femmes du centre, l'association des anciens normaliens de Guinée et le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée ont initié le projet sous le baobab avec les femmes pour atteindre le public cible. L'Église catholique de la Guinée forestière œuvre avec beaucoup de détermination pour que la paix revienne et que la paix puisse demeurer dans cette région qui est si agitée. Et je prie pour que le Dieu Tout-Puissant puisse donner sa bénédiction à cette association et à l'œuvre qu'elle est en train d'accomplir. De veiller et de pouvoir outiller suffisamment les gens afin que le processus de réconciliation ne soit pas un vain mot, mais que ce soit une réalité. Et que ces différents pactes qui ont été agressés au point qu'il y a eu l'année passée des agressions, que cela ne se répète plus. Pour qu'ensemble, qu'on mette ensemble, qu'on réforme les institutions à Nzérékoré. Pourquoi pas qu'on rediscute et qu'on repense l'histoire de Nzérékoré pour que vraiment plus jamais cela. Le renforcement des compétences des femmes en matière de consolidation de la paix en Guinée est une nécessité. Et le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix œuvre pour une véritable implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale. Toujours dans ce volet formation, mais cette fois-ci c'est pour les journalistes des médias publics et privés ici même à Conakry. Ils sont une dizaine et seront formés pour mieux couvrir les événements au niveau de l'Assemblée nationale. Les détails avec Mamadou Alpha Baldé. Une
une dizaine, ces journalistes sont venus des médias publics et privés. 3 jours durant, ils suivront une formation en journalisme parlementaire, le fonctionnement du Parlement et le traitement des informations liées à l'institution sont entre autres thèmes prévus par la formation. Le journalisme parlementaire n'a pas une tradition très ancienne. Et donc comment ça a évolué? Qu'est-ce que le journalisme parlementaire? Comment se fait la spécialisation en matière de journalisme parlementaire? Comment on gère les sources d'information parlementaire? Mais également, comment on utilise les différents genres rédactionnels dans le traitement de l'information parlementaire? Cette formation est initiée par le Centre de commerce international pour le développement CECID en partenariat avec l'Institut Panos à travers le projet Femmes et Médias, partenaire pour une meilleure gouvernance en Afrique de l'Ouest. Il est important que les journalistes qui seront formés puissent vraiment se faire distinguer par la qualité de l'information qu'ils vont mettre à la disposition des citoyens. Les journalistes seront outillés sur le traitement de l'information parlementaire, les genres journalistiques qu'il faut utiliser. Ne pas se limiter peut-être à une information factuelle, mais à utiliser d'autres genres journalistiques comme l'interview, comme une enquête, etc. Donc afin qu'ils rendent compte. La formation de ces hommes de médias devrait renforcer leur professionnalisme dans le traitement des informations parlementaires, ce qui du coup contribue à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et puis parlons maintenant de cette campagne de sensibilisation en faveur de la planification familiale dans les 5 communes de la capitale. Les femmes adhèrent à ce projet initié par le ministère de l'Action sociale qui s'investit ainsi dans la lutte contre la pauvreté. Les explications de Mohamed Doukamara. Pour cette première étape, 30 séances de sensibilisation sont prévues dans chacune des 5 communes de la capitale. L'adhésion des femmes pour le projet de planning familial est totale. Elles estiment que le poids des familles repose sur leurs épaules. C'est pourquoi les femmes leaders des associations et groupements qui ont bénéficié de 3 jours de formation ont restitué aux autres femmes les connaissances apprises sur l'importance de la planification familiale. Aujourd'hui, ces femmes partent de là en se disant qu'une femme peut faire beaucoup d'enfants et sans perdre la vie. Ce projet, qui va couvrir les 33 préfectures de la Guinée, a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier de l'INFP. En Guinée, le taux de mortalité maternelle reste toujours très élevé. Les femmes n'utilisent pas suffisamment les services de la planification familiale, alors que l'on sait, et les techniciens vous le diront mieux que moi, que les grossesses précoces, les grossesses rapprochées, les grossesses multiples sont des causes de décès. À travers des scénettes, les femmes ont exposé sur les conséquences du non-respect de l'espacement de naissance. Également, les modes de planning ont été largement expliqués aux femmes dans la langue du terroir. Cap sur la ville de Fria avec ce geste de solidarité d'une fédération sportive. C'est celle des sports mécaniques qui vient d'offrir des flacons de chlore, du savon, une tonne de riz. C'est un geste qui a une double signification: contribuer à briser la chaîne de propagation du virus Ebola et permettre aussi aux populations de bien passer le mois saint de Ramadan. Reportage à Fria, Mamie Belamou. Après leur passage dans cette ville à l'occasion de la 43e édition du Gymkhana, les membres de la Fédération guinéenne des sports mécaniques reviennent, cette fois-ci, apporter leur contribution à la population de Fria dans la prévention contre la fièvre hémorragique Ebola. Cette contribution comprend 720 flacons de chlore concentré, 700 savons pour le lavage des mains et une tonne de riz pour la grande mosquée de Fria. Une manière d'accompagner ces chefs religieux, cela à quelques jours du début du mois saint de Ramadan. Il nous a semblé nécessaire de vous accompagner sur le plan humanitaire dans la prévention contre la fièvre hémorragique Ebola qui sévit malheureusement dans notre pays, en portant notre modeste contribution à la population de Fria. Les bénéficiaires se réjouissent du geste et prient pour la prospérité de notre pays. Nous nous rassurons que ce don sera judicieusement utilisé. Dès demain, nous mettrons ce colis à la disposition du comité de gestion de crise qui va
procéder à la répartition de ce don au niveau des structures sanitaires. Les membres de la Fédération guinéenne des sports mécaniques et les autorités locales de Fria s'engagent à mutualiser leurs efforts pour le développement des sports mécaniques dans cette préfecture. Zoom sur nos différents marchés avec cette image qui frappe à vue d'œil sur le petit métier, une source de revenus pour de nombreux diplômés sans emploi. Ces jeunes se sont spécialisés dans la réparation de téléphones, une activité qui fait le bonheur des usagers et permet à ces diplômés en quête d'emploi décent de subvenir à leurs besoins. Notre reporter Yaria Toutouré est allé à les rencontres, images et témoignages. Monter le téléphone portable, revendre ou réparer, voici le métier choisi par Mamadou Ouriba, un étudiant diplômé de l'université de Conakry. Ce métier, il l'exerce depuis quelques années déjà, ici même à Conakry. Je suis réparateur de téléphone parce que après mes études, j'ai postulé pour faire des stages à l'Institut géographique de Guinée. Avec ce métier quand même, pour ne pas s'asseoir comme ça à la maison, j'arrive à gagner le prix du pain ici. Ils sont plusieurs jeunes en quête d'emploi décent à pratiquer cette activité pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de se rendre utile en attendant un emploi plus rentable. Comme on n'a pas de boulot pour le moment, donc on vient se débrouiller ici afin de nous soutenir pour continuer les études. Des téléphones hors d'usage dont les pièces et accessoires sont cependant utiles. Écrans, batteries, plaquettes et bien d'autres sont récupérés et commercialisés. Ces pièces servent à remettre en état d'autres téléphones en panne. Une activité qui a tout de même quelques inconvénients. Ces jeunes réparateurs de téléphones sont souvent taxés de voleurs ou de receleurs. Nous ne sommes pas là pour détourner les choses ou pour voler les gens. S'ils nous voient venir ici, c'est que nous sommes là pour se débrouiller. L'activité prend toutefois son envol. On pourrait le dire, un téléphone endommagé est donc pour ces jeunes une source de richesse. À Manéa, c'est dans la préfecture de Koya. Cette école militaire a abrité ce matin la 5e édition du CROSS. Cette course qui regroupe les unités militaires du haut commandement de la gendarmerie. Elle vise à renforcer la fraternité entre les différents corps de l'armée. Et puis à marge de cette manifestation sportive, le mess des officiers a été inauguré à Manéa. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. C'est une course dénommée Cross de la Mangrove. Elle regroupe deux catégories de participants, respectivement une distance de 8 km pour les jeunes et 5 km réservés aux officiers supérieurs. Elle vise à renforcer la cohésion et l'esprit de corps entre militaires, gendarmes et population civile de la région de Conakry. Notre souhait est de voir cette activité sportive circonscrite dans le plan d'action du département du sport militaire et paramilitaire pour son extension au niveau de toutes les régions militaires. Les écoles militaires de Manéa constituent l'un des plus grands centres de formation du pays. Leur rôle est donc crucial dans la formation, mais aussi dans l'éducation des militaires à l'esprit civique de la réforme en cours. Le renforcement de cette tradition de cohésion et de camaraderie au sein des unités est l'un des axes prioritaires dans la formation des hommes, car le savoir-faire est aussi important dans l'institution militaire que le savoir-être. Des prix et médailles ont été décernés aux 3 premiers de chaque catégorie de cette 5e édition du Cross de la Mangrove. En marge de cette activité sportive, le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale a procédé à l'inauguration du mess des officiers des écoles militaires de Manéa, dont la mise à disposition contribue à l'amélioration du cadre de vie du soldat. Enfin, en plus bref, sport foot, c'est au compte de la 3e journée de match de poule de la Coupe du Monde Brésil 2014. Dans la poule D, les 2 champions du monde rentrent déjà à la maison. C'est l'Uruguay, l'équipe surprise de cette 20e édition de la Coupe du Monde. Costa Rica qui passe dans un instant. Les éléphants ivoiriens face à leur destin. Pas de calcul, seule la victoire compte. C'est tout pour les infos. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.